La France a enfin un budget pour 2026. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette actualité avec un expert du sujet. J'accueille Jérôme Mazer, fondateur des Fourmis du patrimoine, qui suit l'actualité au quotidien. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui, Jérôme, dans cet épisode. Comment vas-tu? Eh ben écoute, moi ça va très bien. Je suis aussi ravi d'être avec toi. Merci d'avoir pris un peu de temps dans un épisode un peu spécial. On n'est pas dans le format habituel du podcast hors bilan. L'idée, c'était de pouvoir faire un débrief à chaud avec toi de ce qui s'était passé, qu'on essaye de regarder un petit peu les implications que ça pouvait avoir. Si on fait très simple aujourd'hui, tu dirais quoi si tu devais résumer en une phrase ce budget? Est-ce que c'est un budget d'austérité, du vrai matraquage fiscal des acquis? Alors ça va être compliqué de te le résumer en une phrase. Aujourd'hui, concrètement, je pense que c'est un budget quand même qui s'inscrit dans une certaine forme de continuité. On a beaucoup de dispositifs qui n'ont pas disparu, qui sont toujours présents et moi je le vois surtout comme un budget qui est très technique. On a quand même pas mal de dispositifs qui ont été remaniés, mais bon ça je pense qu'on en discutera tout à l'heure, mais de remanier de manière plus ou moins importante selon les cas et on a quand même quelques impositions, je dirais complémentaires, même si ça a été quand même largement dégonflé, avec ce qui a fait l'objet en fait des différents 49.3. Mais ouais, moi si je devais résumer en un mot, c'est plutôt un budget technique et qui s'inscrit quand même dans une certaine forme de continuité. OK, super. C'est vrai qu'on a eu peur, il y a eu énormément de sujets qui ont été mis sur la table. Alors ça ne veut pas dire qu'ils reviendront pas demain, mais on finit au final avec quelque chose d'assez technique, tu as raison. Et parmi toutes les mesures de cette loi de finances, il y en a beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner les principales mesures que tu retiens et qui vont vraiment impacter les professionnels du patrimoine et de la fiscalité? Ainsi que leurs clients d'ailleurs, parce qu'avant tout, c'est les clients que ça impacte. Tout à fait, ouais. Alors il y a quand même pas mal de mesures, hein. Enfin, faut quand même avoir en tête qu'on est sur un budget qui fait quasiment comme d'habitude à peu près 227 pages. Enfin, c'est histoire de planter un peu le décor. Ouais, c'est pas rien. Heu, ouais, c'est pas rien et on a pas mal de mesures, c'est assez large. On va avoir, bon, ça concerne moins le secteur des CGP, mais quand même pas mal de mesures agricoles. On a quand même pas mal de modifications, en la matière et puis sur la partie patrimoniale, bah, on a tout un tas de mesures qui sont quand même relativement impactantes, hein. Je pense notamment à Benoît Berchebru que tu as reçu sur la partie PER, où on a vu des modifications, notamment, je pense là, l'une des mesures qui me vient, c'est sur la déduction, après 70 ans, donc là qui est corrigée, par le projet de loi de finances pour 2026. On a également, d'autres mesures qu'on pensait concrètement être quelque chose d'un petit peu temporaire. Je pense notamment à la contribution différentielle sur les hauts revenus et finalement, on est sur quelque chose qui va être, je pense, pérennisé. Enfin, c'est quand on regarde un petit peu le projet de loi de finances pour 2026, aujourd'hui, c'est un peu le cas, hein, vu que le dispositif, en fait, a vocation, en fait, à continuer en termes d'application. Il est aussi corrigé, je dirais en lui-même avec certains mécanismes, notamment, sur les revenus exceptionnels ou ce genre de choses. Donc il y a quand même pas mal de choses à ce niveau-là et puis je pense aussi à une autre taxe, hein, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, c'est toute la taxe sur les holdings patrimoniales où, Oui. ça a quand même pu faire très, très peur, quand elle a été, mise en avant et au final, on est quand même sur quelque chose enfin, je dirais pas qu'il ne ressemble plus du tout à ce qui avait été prévu dans le cadre du projet de loi de finances initiale, mais on est quand même sur un dispositif qui était quand même nettement amoindri et moi aujourd'hui, je le vois plutôt comme un dispositif, un peu une sorte d'épouvantail, de façon à réinciter en fait un certain type de comportement. D'accord, et tu peux m'en dire quelques mots, de Oh oh cette bah de cette nouvelle taxe oh bah, dans les faits? Qu'est-ce que concrètement, ça hein, donne concrètement? pour faire simple, en fait, c'est une taxe dont le taux est à 20 qui va aller frapper, les actifs somptuaires qui sont logés, dans des sociétés holding et on a plusieurs critères pour pouvoir rentrer dans le mécanisme et notamment, on a des critères qui sont liés à la valeur des titres, on a des critères qui sont liés à la quote-part de détention, par les personnes physiques et puis, il y a également une condition qui est liée au fait qu'on doit avoir des revenus, passifs de manière prépondérante dans la société holding. Pour rester D'accord. très, très, très schématique, Ouais, hein. ouais, ouais, et on est d'accord que tout ce qui est il y avait eu un moment toute une discussion sur l'assurance vie, notamment le fonds en euros, qui devait être considéré. Ça a pas été pris en compte du coup?
Non, 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 puis c'est pareil, on a eu enfin, pour rebondir un petit peu, on a eu peur aussi à un moment donné d'avoir des grosses modifications au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière qui Oui, devait, parce que ça faisait partie un petit peu des débats parlementaires avec une vraie volonté d'aller sur un impôt, je dirais beaucoup plus large en termes d'assiette qui aurait pu ressembler un petit peu à notre ancienne ISF, mais un petit peu plus large. Bon, finalement, ça a pas abouti. d'accord. OK, super. Dans tout ça, on a 3 mesures sur lesquelles je pense que ce serait intéressant de se faire un point aujourd'hui qui impactent vraiment. Et qui mérite d'être expliqué. On a eu quand même des modifications du fameux pacte Dutreil, sujet sur lequel tu communiques pas mal régulièrement et tu as pas mal suivi un petit peu l'actualité de tout ce que ça pouvait mettre en place, notamment dans en l'occurrence avec, l'exclusion des biens somptuaires et tout ça. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus dessus dans cet épisode. Ensuite, on a quand même le durcissement du régime d'apport-cession. Il y a eu des changements, ce fameux 150 obétaires. J'aimerais aussi qu'on fasse un focus là-dessus et pour finir, on a du nouveau, ça faisait longtemps, le régime Jeanbrun sur l'immobilier. Donc, après tous les grands noms, bah, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre son nom. Il y a des modifications aussi. Si ça te va, on peut faire un focus sur ces 3 sujets, qui serait, peut-être bien d'expliquer plus en détail et de rentrer vraiment dans la technicité de ces thématiques-là. Eh ben, allons-y, Ça te va? super. On commence par le Dutreil? Allez, Allez, on est go. Est-ce que tu peux nous faire, déjà, enfin, les modifications de ce Dutreil, déjà, peut-être première chose, ça rentre en vigueur quand déjà? alors aujourd'hui, normalement, ça devrait rentrer en application, sur les op enfin, pour les opérations de transmission qui interviendront donc en fait après la publication de la loi de finances. Voilà. Après la publication. Et ces modifications, c'est, avant de vraiment rentrer dans le détail de chacune, mais c'est quoi les principales, modifications? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs choses. D'une part, on a mais ça faisait quelque chose qui était, parce que je pense il faut repartir en fait pour le sur le pourquoi de ces mesures. Faut avoir à l'esprit qu'on a grosso modo depuis, 5-6 mois en fait des rapports qui sortent un petit peu tous azimuts sur le pacte Dutreil. On a eu notamment l'un des premiers, hein, qui est sorti en fait durant l'été. Enfin c'est pas l'été, ça a été communiqué, de mémoire, courant, septembre si je dis pas de bêtises. C'est le rapport de Charles de Courson en fait qui a commencé donc qui a mis en avant un petit peu, certains points de fragilité au niveau du pacte Dutreil et puis aussi, ça faisait partie des éléments qu'on attendait, c'était le rapport de la Cour des comptes, il y a quand même des difficultés en fait de chiffrage sur le pacte Dutreil et la Cour des comptes a aussi fait, eh bien quelques préconisations. Donc on a certaines de ces mesures en fait qui transparaissent aujourd'hui dans le projet de loi de finances pour 2026 et si on doit, on doit regarder un petit peu les modifications. Pour l'instant, pour rester synthétique, on a concrètement, l'allongement, de la durée de l'engagement individuel, donc qui passe de 4 à 6 ans. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. On a également, la même modification qu'on va retrouver eh bien, au niveau, tout bêtement, du pacte Dutreil, mais sur sa version entreprise, individuelle et puis l'une des grosses modifications, si on peut dire, c'est en fait, on va rentrer un petit peu plus dans le bilan, notamment des sociétés et on va, eh bien, aller regarder tout ce qu'on appelle, en fait, les biens qui sont qualifiés de somptuaires et ces biens-là, en fait, vont venir restreindre le périmètre de l'abattement de 75. Donc c'est quelque OK. chose où on n'était pas coutumier, en fait, hein, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait, actuellement, le dispositif, pour rester très, très simple, hein, fonctionne de la manière suivante: c'est soit on rentre dans les clous du texte, notamment en termes de conditions et d'activités, c'est-à-dire Mmh. si on a une activité principal qui est éligible, bah, on appliquait en fait l'abattement de 75 sur le tout. Ce qui veut dire que si on avait à l'intérieur du pacte, et bah, des biens qui ne l'étaient pas, bah, concrètement, bah, tant pis, l'abattement s'appliquait en fait sur la valeur totale, des titres, de la société. Ça, aujourd'hui, ça change en fait un petit peu le raisonnement puisqu'on va être obligé de rentrer un petit peu plus dans les bilans, même si, concrètement, en fait, on le faisait déjà notamment sur des problématiques de qualification d'activité, principale. Donc c'est pas
des choses qui nous sont complètement étrangères, hein, d'un point de vue pratique, mais il va falloir aller un peu plus loin puisque là, aujourd'hui, on parle du périmètre, de l'abattement et ça, c'est quelque chose où jusqu'à présent, bah, on le pratiquait pas, quoi, d'une certaine façon. Je vois. Donc, l'engagement, la conservation, ça passe de 4 à 6 ans. Donc concrètement, ça veut dire que la durée de vie totale de conservation, c'est de 8 ans contre 6, c'est ça? Tout à fait. Et tu Alors tu trouves que cet allongement, il est pertinent? Alors il y a plusieurs choses, donc effectivement dans la plupart des cas, en fait, on sera sur, enfin plupart des cas, on peut être sur des engagements de 8 ans. Il faut faire attention parce qu'il faut intégrer aussi les problématiques de pacte réputé acquis, qui sont aujourd'hui toujours présentes, hein. Enfin je le rappelle parce que c'est un point qui est important. Il y avait des vraies volontés en fait de supprimer ce dispositif-là, donc qui permet d'économiser en fait la durée d'engagement collectif. Donc ça aujourd'hui, ça reste en fait dans le mécanisme. Tu as raison, dans la plupart des cas, on sera en fait à 8 ans. Il y a des cas où on sera certainement un petit peu au-delà, c'est notamment des situations où ce qu'il faut savoir, c'est que la durée en fait de l'engagement, collectif de conservation, elle doit être à minima de 2 ans, mais dans un certain nombre de situations, il peut être intéressant en fait d'avoir une durée d'engagement collectif, ou maintenant on parlerait même d'engagement unilatéral, qui soit, un petit peu plus long. Donc effectivement, dans la plupart des cas, on sera sur du 8, mais on peut un petit peu augmenter. Sur le principe, je sais pas si dans des situations un petit peu de crise, de difficulté, économique, si c'est très judicieux en fait d'augmenter les délais. Moi je suis pas certain, que c'était quelque chose qui était nécessaire, hein, de le faire. Puis il faut savoir une chose, c'est qu'historiquement, enfin on a eu en fait ce type de délai qui existait, au niveau du pacte Dutreil. Donc ça donne aussi un petit peu le sentiment de retour en arrière, pour les Ah, plus on est vieux qui ont revenu pu, à l'époque, c'était déjà ça, donc on avait ouais, ouais, abaissé le délai et là, on est remonté. c'est un D'accord. peu ça, donc pour les plus vieux qui ont pu pratiquer le dispositif, très antérieurement, ça peut rappeler des souvenirs. Mais c'est vrai que ça donne un peu le sentiment de retour en arrière sur cet allongement de la durée. Moi après très concrètement, enfin je sais pas si on est tous enfin tous les praticiens le partagent. Moi je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit favorable, notamment si on a des besoins en fait de céder en fait à un moment donné les titres de la société parce que ça va pas et donc il faut, même en tant qu'enfant qui aurait repris une activité, bah, à un moment donné, bah, si ça va pas, faut être en capacité de pouvoir, bah, un petit peu s'alléger pour repartir. Donc je suis pas certain que ça ait été le meilleur moment, en fait, pour le faire. Voilà. OK, c'est très clair pour moi. Au niveau des, tout ce qui est biens somptuaires, le texte, il entendait une liste de biens exclus, assez large, mais bon, tout ce qui est chasse, pêche, véhicules de tourisme, les yachts, les avions, les aéronefs, les bijoux, les chevaux de course, les vins, l'alcool, le logement, les résidences. Il exclut pas mal de choses. Tu peux nous expliquer concrètement comment cette exclusion, elle fonctionne? Bah, aujourd'hui, et c'est là où c'est un petit peu délicat, c'est un mécanisme qui est un petit peu particulier. Donc l'idée, en fait, de ce mécanisme d'exclusion, c'est de dire qu'on va retraiter le périmètre de l'abattement. Donc en fait, on va avoir pour essayer de schématiser au maximum, hein, en gros, ça va être une sorte de produit en croix. Donc on va avoir un ratio et on va aller identifier tous les éléments d'actifs qui sont affectés à l'activité, donc hors biens somptuaires, qu'on va ramener sur la valeur totale de l'actif brut de la structure et qu'on va multiplier par la valeur des titres et donc on aura en fait le périmètre de l'abattement. Ce qui veut dire ici, et donc c'est là où je vais répondre un peu plus à ta question, la problématique donc de fond, on va être obligé d'aller regarder donc effectivement ce qu'on appelle les biens somptuaires, donc tu les as cités, hein, grosso modo, c'est les yachts, c'est tous les biens qui sont Mmh. affectés, à la pêche, on va avoir les logements, les résidences, les véhicules de tourisme. Donc Le ici, vin ça et veut dire que tous l'alcool aussi, ces hein, ouais, ouais, donc dans l'actif. c'est pas anodin, Ouais, ouais. c'est pas si anodin que ça. Ici, le texte en fait aujourd'hui il est rédigé comme ça. Ce qu'on va exclure en fait, c'est cette typologie de biens, mais qui sont pas affectés de manière exclusive à une activité éligible. Et c'est là où ça pose un peu de difficulté, c'est que l'appréciation en fait de cette affectation, donc déjà en fait le terme affecté aujourd'hui, il n'est pas défini, hein, par le projet de loi de finances, donc ça veut dire qu'en fait on ne sait pas OK. vraiment de quoi on parle, pour être très clair. Est-ce que c'est des notions d'affectation qui sont assez proches de ce qu'on connaît pour le régime des plus-values professionnelles, par exemple, ou est-ce que c'est autre chose? Donc là, il y a vraiment, mais c'est une particularité, hein, notamment de l'article 787B, c'est assez fréquent où on n'a pas de précision des dispositifs
administratif, on est obligé d'attendre après coup, d'avoir des précisions, donc c'est bon, Des jurisprudences ou une ouais, ouais, ouais. publication de type ou des On ouais, on est un petit OK. peu coutumier du fait, et donc là, c'est le premier point, c'est vraiment une affectation exclusive en fait en fait à cette activité opérationnelle. Et puis ce qui va être un petit peu gênant, en fait, c'est l'appréciation. Parce que l'appréciation, elle va se faire 3 ans, en fait, avant la transmission et on va la poursuivre jusque, en fait, à l'expiration de l'engagement individuel ou jusqu'à la cession, en fait, du bien en question. Donc c'est très, très long, en termes d'approche et à mon avis, en fait, la photographie des typologies de biens qui sont visées, ça, le texte, en fait, je pense que ça transparaît pas très, très bien au niveau de la rédaction. Je pense que la photographie est faite au jour de la transmission. Le jour de la transmission, en fait, on fait l'inventaire de ces biens-là. Moi, ce qui me paraît logique par rapport à l'application de l'abattement de 75 et ensuite on va apprécier, hein, cette affectation avec cette fenêtre de tir donc qui est assez, en fait, en pratique, qui est assez longue. Voilà. Ça veut dire que tu es en train de me dire que dans ces, affectations non exclusives, on va regarder au moment où on met en place le pacte du treuil, mais on va regarder aussi après derrière sur les 3 années précédant la transmission et jusqu'à la fin de l'engagement individuel pour être sûr et pour, voir si ça fait partie des affectations non exclusives ou non, c'est ça? C'est l'idée, ouais, c'est l'idée, c'est l'idée. Ouais, ça va être très, très compliqué à suivre et ça va générer plein de cas spéciaux et spécifiques à chaque fois pour les, enfin, il va y avoir plein Mmh mh. de cas différents et des appréciations qui vont être importantes, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à Et tu fait. penses qu'il faudra régulièrement auditer l'affectation des biens somptuaires pendant la durée du pacte ou pas, toi, selon Moi toi, du coup? je pense que c'est quelque chose qui est à regarder, mais si tu veux, c'est pareil, en fait, ces problématiques d'audit au niveau du pacte du trail, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, plus ou moins, mais notamment, moi, je pense à quelque chose je fais une digression, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Notamment aujourd'hui, tu as tout un tas de discussions, sur les problématiques d'holding animatrice, notamment. Quand on veut, mettre en place un pacte du trail sur les titres de cette société holding animatrice et la difficulté qu'on a toujours eue, c'est que en fait, la notion d'holding animatrice et spécifiquement, vu qu'on parle de l'activité éligible, bah, ton activité éligible, tu es censé en fait remplir les conditions jusqu'à l'expiration, de ton engagement individuel de conservation. Donc en fait, c'est logique d'audit et concrètement, d'analyse, qui doivent se faire systématiquement pour vérifier qu'on sorte pas des clous, de la notion d'activité éligible. Ça, c'est quelque chose qu'on connaissait, mais effectivement, il va falloir le rematérialiser. Et pour aller un petit peu au-delà, enfin pour que ça soit en fait un peu, peut-être un peu plus clair, si on devait essayer de faire un comment dire? Une forme de petit arbre de décision en fait là, comme ça pour essayer de comprendre un petit peu les choses. En gros aujourd'hui ce qu'il faudrait faire, il faudrait aller regarder au niveau de l'activité, vérifier si on est sur une activité éligible ou si elle ne l'est pas. Donc sous-entendu, est-ce que mon activité éligible est principale? Si je réponds Oui. non, je bénéficie pas du pacte. Si je réponds oui, je peux bénéficier du pacte. Et une fois que j'ai répondu à cette question, je suis obligé de redescendre d'un cran. Et donc, je vais vérifier à l'intérieur du bilan si j'ai des éléments somptuaires, oui ou non. Si j'en ai pas, ça veut dire que j'ai 75% de mon abattement qui va être acquis sur la valeur des titres. Si jamais j'en ai, ça veut dire que je vais dégrader un petit peu le périmètre de mon abattement et donc l'assiette de l'abattement de 75% sera un peu plus faible. Donc c'est-à-dire on a vraiment un raisonnement qui va se faire par étage, donc ça vient un petit peu complexifier les choses et avec effectivement cette logique, hein, qui du coup se fait un petit peu, là aussi sur du long terme, quoi. D'accord, super intéressant. Tu pourras nous faire un petit simulateur sur le sujet dans les fourmis du patrimoine, hein, comme ça on le mettra en lien et ça permettra de regarder et d'analyser tout ça. Pourquoi pas? Heu, OK, au niveau des il y avait le cas aussi des véhicules de tourisme, Ouais. avec cette problématique, ce qui était sur la partie TVA au final, ça rejaillit un peu sur le pacte Dutreil et comment on gère le véhicule de tourisme, utilisé à 90 pour l'activité, mais à 10 à titre personnel. Comment on Bah, gère ce cas-là? I ici aujourd'hui, hein, quand on regarde la rédaction du texte en fait, hein, les ces fameux biens doivent être affectés de manière exclusive à l'activité opérationnelle. Donc ce qui veut dire que dès lors qu'on a plus cette affectation qui est exclusive, concrètement, on va rentrer en fait, hein, dans la mesure d'exclusion. Donc là, c'est un vrai problème. Mais ça veut dire que concrètement, demain, pour essayer de justifier de cette affectation exclusive, parce qu'en fait, c'est le problème, hein, ça va être un problème de preuve, très clairement,
Ici, ce qu'on peut envisager déjà à minima, c'est peut-être tenir des tableaux de bord pour pouvoir justifier en fait du kilométrage du véhicule et de son utilisation pour des besoins professionnels. Je sais pas, ça peut être des rendez-vous clients, ça peut être des déplacements, professionnels pour aller d'un point A, de Ouais, tout à fait. l'entreprise à Donc un il faut point tout B. traquer, tout noter, Faut le tracer, dès ça sera déjà un commencement, un commencement de preuve, mais ça fait partie des éléments qui sont, en fait, qui sont importants, hein, vu qu'on est sur cette problématique d'affectation, qui doit être exclusive à l'activité. ouais, mais quand on dit exclusive, Jérôme, c'est le 90-10, ça passe ou ça passe pas? Ah, pour moi, ça passe pas. Pour moi, ça Ah passe ça, il pas faut puisque z 100%, donc il faut ah tout bah, traquer, de dire qu'on ouais, n'a ouais, jamais utilisé la voiture pour un déplacement privé. tout à fait, ouais. OK, ouais, d'accord. Donc ça va vraiment changer un petit peu la donne là-dessus, très clair. Au niveau des sociétés interposées, Ouais. il y a des changements aussi là-dessus. Tu peux nous expliquer, potentiellement avec un petit exemple, comment on calcule ce coefficient d'éligibilité? Ah bah, concrètement, la problématique qu'on a sur sur la société, c'est-à-dire que si jamais on se retrouve à avoir, des chaînes de participation, bah, l'analyse, en fait, elle est à mener sur toutes les structures. Ce qui veut dire que ça peut, bah, en fait, on va avoir des systèmes de dégradation. Je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Admettons que j'ai une structure A qui détiennent, pour 100 000 € d'une structure B. La structure B, admettons, qu'elle ait 50 de son actif qui soit composé de biens somptuaires, bah, ça veut dire que je vais dégrader en fait, hein, au niveau de ma première société, la valeur des titres. Donc je retiendrai plus, mes 100 000 €, mais ça veut dire que j'aurai plus que 50 000 € en fait d'une certaine façon, d'actifs qui sont éligibles. Donc OK. c'est là où en fait ça va amener à des mécanismes, on est obligé en fait de remonter en creux et ça en fait, enfin pour essayer d'avoir un exemple qui est parlant, par exemple ça c'est quelque chose que l'on connaît déjà avec l'application, de l'impôt sur la fortune immobilière et le mécanisme de coefficient immobilier. Je pense que c'est un petit peu la même idée, aujourd'hui qui est inséré en fait dans le projet de loi de finances. Moi, ce que j'y vois aussi, c'est certainement, et je pense que c'est assez logique en fait, hein, c'est une forme de mesure anti-abus qui dit pas son nom. Ça permet d'éviter, d'avoir des en fait des structures qui seraient opérationnelles et qui iraient loger des éléments d'actifs sanctuaires dans d'autres structures et d'éviter en fait d'avoir le mécanisme d'exclusion. Donc ça a été aussi fait un peu pour ça. Enfin c'est moi, ça me paraît plutôt clair, en fait, sur la modalité d'application. Ouais, ils ont pris au final les rapports qu'il y avait et tous les abus qu'ils ont pu noter, ils ont essayé de corriger ces abus petit à petit avec ces mesures. Il y avait aussi la partie sur l'impact sur la réduction des droits. Tu sais, la réduction de droits de 50 de l'article 790 du CGI. Est-ce qu'elle est impactée par cette modification du Alors, périmètre de l'abattement au final? c'est une question qui peut se poser, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce dispositif, il s'applique quand on fait, des transmissions en PP dans les conditions du pacte Dutreil et qu'on a moins de 70 ans. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, cette modification du mode de fonctionnement en fait de l'abattement, c'est est-ce que c'est une condition d'application en fait du texte? Et cette question, on peut se la poser parce qu'aujourd'hui on a cette fameuse approche, hein, qui se fait un petit peu sur une fenêtre de tir. Moi, aujourd'hui, je pense pas. Je pense qu'on parle pas forcément des mêmes choses. Moi, à mon avis, on n'est pas dans une condition d'application du dispositif, on est dans une condition d'application, enfin de l'abattement et ça, c'est surtout une condition qui permet de délimiter le périmètre de l'abattement. Donc je pense qu'on parle pas tout à fait des mêmes choses. Moi, à mon avis, aujourd'hui, la réduction des droits n'est pas concernée, mais là-dessus, ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'avoir à un moment donné, en fait, une vraie en fait, instruction fiscale, on laisse un peu tôt, hein, le texte est même pas encore publié puisque, Oui, on verra les mmh, précisions qu'ils vont nous donner. ouais, je crois qu'il y a une saisine du Conseil consti qui a été faite le 4 février, donc là, c'est encore un peu tôt, mais ça veut dire que dans les prochains mois, bah, très certainement, on attendra la publication d'une instruction fiscale qui viendra un petit peu commenter tout ça et bah, pour nous permettre de voir un petit peu où va le dispositif. Top. Écoute, c'est assez clair. Je pense qu'on a fait une revue des grands changements sur le Treuil. Ce que je te propose, c'est qu'on passe sur la partie, apport-cession. Ça marche? Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être avant, un peu comme le Dutreil, mais le rappel du mécanisme avant de rentrer dans le détail de ce qui a changé et comment? Est-ce que tu peux voilà, ce sera pas quelques mots, hein, c'est plusieurs phrases, mais nous rappeler un petit peu ce mécanisme?
Alors, le mécanisme aujourd'hui pour rester très synthétique, fonctionne de la manière suivante. L'idée, consiste à dire qu'on apporte des titres d'une société à une société holding que l'on contrôle. Donc normalement, cet événement est un fait générateur de plus-value privée, quand on a des titres, donc qui relèvent du régime des plus-values privées. Sauf que, dans ce cas précis, on bénéficie d'un régime de report d'imposition. Donc en gros, nos plus-values sont, en fait, elles sont calculées, mais elles sont pas, elles sont pas imposées. Donc ce qui explique aussi pourquoi on a tout un tas de mécanismes de suivi, déclaratifs, hein, notamment au niveau de la Oui, 2042 avec la case 8 UT et puis, sur les imprimés 2074. Une fois qu'on a fait en fait notre apport et bien, ce report d'imposition en fait va pouvoir tomber dans un certain nombre de situations, soit parce qu'on va avoir des événements qui vont impacter les titres de la holding qu'on a reçus suite à notre apport et donc là, bah, voilà, ça peut être une cession par exemple des titres de la holding, soit parce que la société holding, elle, va réaliser un certain nombre d'événements sur, les titres de la société qu'on lui a apportés. Par exemple, si elle cède, les titres de la société qu'on lui a apportés dans les 3 ans de l'apport, normalement le report est susceptible de tomber, sauf si on réemploie 60 du produit de la cession dans un délai de 24 mois dans différents, types de véhicules. Ça peut être, l'acquisition de moyens permanents, d'exploitation et donc en gros, on est en OK. présence d'une holding qui va développer en fait une activité. Ça peut être, la souscription, dans des titres de société éligibles, ça peut être l'acquisition de titres de société éligibles ou également on a des fonds, hein, un petit peu particuliers, dans lesquels la société holding va pouvoir réemployer le produit de la cession de façon à maintenir son report d'imposition. Donc en fait, aujourd'hui, le dispositif fonctionnait un peu de cette façon-là, avec des obligations de conservation, notamment, une fois que le remploi a été fait, grosso modo d'une année, sauf 5 ans pour ces fameux fonds dans lesquels on aurait eu des remplois. Donc ça, c'est une partie du mécanisme et on avait en fait au-dessus de ça, donc au niveau des titres de la société holding, notamment quand on avait des opérations de donation qui étaient faites à des enfants, eh bien ici, notre report pouvait être, en fait, exonéré dès lors, que les enfants s'engageaient, en fait, à conserver, les titres de la société holding et donc cette conservation, en fait, variait notamment selon la typologie de remploi, qu'on avait pu avoir. Dans les cas classiques, c'était 5 ans et dans, les cas où la holding avait, par exemple, réinvesti dans ces fameux fonds, c'était 10 ans. Voilà à peu près la structuration très synthétique, du mécanisme. Super, merci Jérôme. Du coup, 1 chose, c'est le délai de réemploi. Première modification, ce délai de réemploi, il passe de 24 mois, donc 2 ans à 3 ans. Ça me paraît être une bonne nouvelle au final d'avoir plus de temps, mais qu'est-ce que t'en penses toi? C'est quoi ton point de vue? Il faut peut-être pas confondre avec les 2 délais de 3 ans aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est aujourd'hui, moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en pratique, c'est quand même assez fréquent, qu'on ait des clients, en fait, qui arrivent un petit peu en bout de course, et qui ont pas, forcément, concrètement utilisé, le mécanisme du remploi. Donc là-dessus, c'est pas mal. Bon après, faut voilà, c'est une année de plus donc bon, c'est pas non plus, c'est bien mais C'est pas 5 ans de plus. Mais c'est voilà, vrai que on est moi j'ai eu d'accord. l'exemple, j'ai quand même beaucoup d'entrepreneurs qui au final ont du mal à finaliser tout dans les 2 ans. Notamment si tu veux être un peu sélectif, si tu trouves une solution d'un produit spécifique, pas risqué ou autre, oui, tu peux réemployer plus vite, mais quand tu vas investir dans des PME ou dans des boîtes en côté, il y a quand même une prise de risque, faut sélectionner tes dossiers. Et des fois, 2 ans, c'est un peu limité. Donc c'est vrai que je trouve que ce délai de 3 ans est plutôt bien, même si bon, c'est pas 10 ans. Mais c'est cool, ça te permet quand même d'avoir plus de latitude et de pas faire n'importe quoi. Ah oui, tout à fait, non, c'est plutôt on va pas se mentir, c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens. Bon après oui, je veux pas non plus faire celui qui en veut toujours un peu plus, mais c'est sûr qu'on aurait pu avoir encore une année de plus, ça aurait été sympa. Mais non, en pratique, L'année non, prochaine, c'est l'année plutôt bien. prochaine.
Sait-on jamais? Non, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Après, si on parle de périodes récentes où on a eu des problèmes d'application du dispositif, moi je pense notamment à la période covid. Où bon, bah, ça a été compliqué, si bien que on a une instruction qui était sortie et donc qui avait suspendu en fait, hein, l'application de ce délai. Donc non, c'est une bonne chose et puis après oui, en pratique, on sait que c'est pas évident en fait. Le délai reste relativement court pour en fait procéder à ce remploi-là. Ou alors c'est-à-dire qu'au moment où on fait la cession des titres, il faut déjà quand même avoir un vrai plan, de réinvestissement, mais c'est pas si simple que ça. Et effectivement, ce délai en fait tu le disais, hein, c'est justement, donc ce délai donc qui passe du coup de 2 ans à 3 ans, bah, faut pas le confondre avec l'autre délai de 3 ans qui lui en fait est Oui. lié, à la période où on va avoir des opérations en fait qui portent sur les titres de la société fille. Puisqu'en fait aujourd'hui le mécanisme est monté comme ça. Si on a des opérations qui interviennent en fait, dans les 3 ans qui suivent l'apport, hein, donc si par exemple notre société holding cède des titres, dans les 3 ans, qui suivent l'apport, on rentre dans le mécanisme de réemploi si on veut maintenir le report d'imposition. Sinon, si on a des opérations qui sont effectuées, donc j'entends, hein, ce sont des opérations qui portent sur les titres de la société fille, qui sont effectuées, donc après, 3 ans après l'apport, bah, là, concrètement, on n'est plus dans cette perte du report qui est liée aux événements qui frappent, les titres de la société fille. Donc c'est pour ça que les délais, en fait, sont pas tout à fait les mêmes et faut faire attention parce qu'ils se confondent pas. Donc bah, par exemple, là, si on a une personne, qui je vais dire une bêtise, mais qui, par exemple, au bout de 2 ans et 5 mois décide, eh bien, de faire une opération de cession des titres de la société qui ont été apportés à la société holding, bah, on voit bien que le délai de 3 ans va démarrer, en fait, à compter de cette date-là. Donc on est vraiment sur des délais qui se confondent pas du tout, c'est vraiment pas la même chose, en fait, en pratique. Oui, il démarre quand il y en a un qui se termine. Enfin, si on sait d'avance délai de 3 ans après l'apport, on va réentamer sur le délai de 3 ans de réemploi. Donc, on gagne un an, mais au final, il y a une augmentation du pourcentage de réemploi. On passe de 60% à 70%. Mine de rien, c'est pas rien. Ça aura un impact au final pour les clients dans l'utilisation de ce dispositif, je pense. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, puis enfin, il faut aussi avoir en tête qu'au départ, on est quand même parti avec un dispositif où le pourcentage de réemploi était fixé à 50. Il est monté à 60, là, on monte à 70. Donc c'est de plus en plus important et on sent quand même une vraie volonté où bah, voilà, le produit de la cession en fait doit enfin moi c'est mon avis sur la question, je suis pas sûr que ça se passera comme ça à terme, mais où il est pas impossible qu'on ait encore des augmentations en fait à l'avenir. On verra ce qui se passera. Mais oui, non, ça fait des montants qui peuvent être, qui sont absolument pas négligeables, notamment notamment sur des gros montants, hein, d'opérations de cession. Après le point qui est positif, c'est que la façon, d'utiliser, le produit de la cession pour le réemployer, on n'est pas obligé en fait de le faire que dans une seule typologie de véhicule, hein. Par rapport au cas que je citais, en fait, il peut y avoir une forme de fragmentation, pour aller réemployer un petit peu dans d'autres produits, hein. Par exemple, je pourrais très bien déployer une nouvelle activité au niveau de la holding et puis, aller acquérir, ou souscrire des titres, qui ont des activités qui sont éligibles. Oui, il y en a qui le font d'ailleurs, hein. Il y a plusieurs entrepreneurs qui utilisent le réemploi pour remonter leur nouvelle boîte et participer à leur nouvelle boîte. Et ça permet de rejoindre aussi sur l'autre sujet, c'est que, bah, au final, plus de temps pour investir, plus de montants réemployés et en plus de ça, bah, l'État pour mieux flécher, au final, les réinvestissements, ils ont décidé d'impacter la quantité des activités éligibles au final avec des nouvelles exclusions. Je pense notamment à tout ce qui est activité financière, immobilière, promotion immobilière, des choses qui étaient possibles à faire. En effet, ça peut paraître pour des sujets, bah, moins reliés à l'économie parce que, bah, on réemploie en faisant de la promotion immobilière avec ce holding. On peut penser qu'on joue avec le dispositif. Donc, pour ces activités-là, maintenant, il y a des exclusions. Donc, c'est beaucoup plus fléché. Et ça va quand même bouleverser pas mal de stratégies de réemploi, non? Je pense aussi, en fait, ici, tu évoques, à mon avis, l'un des problèmes du dispositif, c'est cette problématique sur, la redéfinition des activités qui sont éligibles.
Alors, pour une fois, jusqu'à présent, on avait un dispositif qui était plutôt bien fait, hein, vu que 150 obétaires, en fait, visait, de manière assez claire les activités qui étaient éligibles et il excluait également celles qui rentraient pas, dans le mécanisme de réinvestissement. Donc c'était plutôt pas mal, c'était plutôt bien fait. Là, ça devient un petit peu plus gênant, parce que si on parle un peu de technique au niveau de la rédaction du dispositif, là, en fait, ce qu'on vient faire, c'est on vient faire un renvoi au mécanisme, de souscription au capital de PME et donc en faisant ce renvoi, bah, on va chercher, en fait, tous les mécanismes d'exclusion qui sont à l'intérieur et donc en faisant ça, bah, concrètement, bah, on alourdit, et même on augmente les exclusions qui n'étaient pas visées jusqu'à présent puisqu'en fait, c'est toutes les exclusions qui sont visées. Pour son petit nom, c'est l'article 199 ter des CSOA du code général des impôts et bah, ici, tu l'as dit, hein, très justement, hein, on a en fait, les activités en fait immobilières a priori au sens large qui sont exclues, du mécanisme de réemploi. C'est un petit peu surprenant lorsque l'on regarde surtout aujourd'hui. En fait, on avait jusqu'à présent, en fait, la doctrine administrative qui, bah, nous permettait, bah, concrètement, de faire des remplois, notamment dans des activités de promotion immobilière, hein, comme tu l'as dit justement. Bon, bah, là, aujourd'hui, en fait, la nouvelle rédaction, concrètement empêche, de faire ce type de réemploi. Et ça pose des questions puisqu'aujourd'hui sur cette analyse en fait des exclusions des activités immobilières, si on va regarder un petit peu notamment la doctrine administrative qui porte sur le mécanisme de souscription au capital de PME, c'est quand même assez large en pratique. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est véritablement la même exclusion qui va être adoptée pour l'article 150 obétaire? Et puis ça pose également une autre question, c'est qu'aujourd'hui et ça fera à mon avis le lien avec le sujet qu'on abordera tout à l'heure sur le dispositif Jeanbrun, mais on a une enfin voilà, on a quand même aujourd'hui au niveau du projet de loi de finances, on a affiché une certaine volonté, heu, voilà, de participer sur la partie immobilière, d'améliorer les constructions de logements en France, donc ce qui plutôt donnait un signal positif d'une certaine façon. Et là, on vient retrouver en fait un mécanisme d'exclusion. Ça peut donner d'une certaine façon une forme, voilà, peut-être une petite forme d'incohérence sur l'organisation du projet de loi de finances, même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes sujets, mais quand même c'est un peu particulier et oui, on va avoir des clients, enfin on aura des gens qui seront impactés. C'est inévitable là-dessus. Ouais. Après, il y a aussi ce côté, moi, je trouve aussi que ça rejoint un petit peu le point d'avance sur le Dutreuil aussi, il y a cette volonté aussi, mine de rien, de flécher vers ce qu'on appelle l'actif productif. Et en effet, ils se disent, ben là, on a un sursis d'imposition contre du réemploi, on veut que ce réemploi aille servir, entre guillemets, l'économie réelle et pas forcément des choses moins productives. Donc, du coup, ben, la promotion immobilière que vous faisiez, qui est au final un actif moins risqué et qui va être peut-être moins important. Et sur l'autre sujet aussi, ben, vous allez non plus le conserver 12 mois comme avant pour dire que c'était bon, mais maintenant, ça passe à 5 ans. Donc, tu as aussi, je trouve un peu cette logique de côté de dire je veux taxer tout ce qui est, enfin, je veux flécher vraiment vers du productif et enlever tous les avantages fiscaux qu'on pouvait avoir à faire quelque chose d'improductif ou qui n'est pas directement relié à l'économie. Ouais, je partage assez, hein, ta vision des choses et où effectivement, hein, enfin je peux pas te dire mieux, je suis assez Ah, d'accord, hein, en termes de mode de fonctionnement, ah, tout à fait. Et donc, peut-être dernier point là-dessus, en effet, c'est ce qu'on avait noté. Donc, on a la durée de conservation des actifs employés qui est harmonisée à 5 ans au lieu de 12. Ça, quand même, ça fait un gros changement. Parce qu'en effet, bah, quand on réemployait 60%, maintenant c'est 70, on avait plus d'activités éligibles. Et au bout de 12 mois, potentiellement, on pouvait sortir. Là, ça veut dire qu'on est obligé de les conserver 5 ans. Moi, j'ai des questions là-dessus. On verra comment ça va être traité. Quid de l'investissement, en l'occurrence, dans une jeune société innovante, qui va être revendue très rapidement, au bout de 1 an ou 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que c'est considéré? Est-ce qu'on est adressé là-dessus? Est-ce que c'est de notre faute ou pas de notre faute? On n'a pas été dirigeant là-dessus. Il va y avoir des sujets qu'il va falloir éclaircir au final dans les prochaines semaines là-dessus. ouais, tu raison. Après là-dessus, bon, ou c'est une forme de enfin, faut aussi voir les choses comme elles sont. C'est une forme d'harmonisation aussi, hein, au niveau du texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes obligations de conservation des éléments réemployés, en gros, elles sont alignées sur 5 ans. Donc bon, ça marque une forme de, on va dire une forme de cohérence. Maintenant, oui, effectivement, le fait d'avoir des sessions comme ça rapides, oui, effectivement, ça posera des questions. C'est inévitable, c'est inévitable. Mais tu Ouais, sais, on tu auras aura les mêmes des
Tu les mêmes problématiques. Demain, tu as besoin de faire, je sais pas, tu es obligé de faire du remplacement de matériel ou ce genre de choses. Donc c'est pareil, c'est des questions, qui vont se poser aussi, bien évidemment, ouais. Où là, bon, il faudra que la doctrine soit peut-être un petit peu plus étoffée que ce qu'elle est aujourd'hui, même si elle Mmh. elle était quand même déjà pas mal, quoi, hein, sur certains sujets. Yes. Tu as évoqué aussi la partie des donations des titres de la holding. Donc là, on a une modification d'un an aussi à chaque fois. Donc Ouais, tout à si fait, ouais. engagement de conservation, on passe de 5 à 6 et de différence pour les réinvestissements dans certains fonds, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça, hein. C'est en fait aujourd'hui, chaque cas de enfin, en fait, ce qu'on a tendance à appeler le mécanisme de purge au niveau de l'article 150 obétaire, donc qui vise vraiment, hein, cette situation où on a fait, une donation de titres qui sont grevés, du régime de report d'imposition, par exemple, à des enfants. Bah, on l'a dit, dans les cas classiques jusqu'à présent, il y avait une obligation de conservation de 5 ans par les enfants. Bah, maintenant, dans les cas classiques, ça passera à 6. Et dans les situations où, la holding avait réemployé les fonds, dans certains fonds particuliers, c'était 10 ans. Maintenant, on passera sur des délais de 11 ans, quoi. Voilà. Ok. Question toute bête et pratico-pratique. Les dossiers en cours, est-ce que là, on peut encore en faire sur l'ancien format de l'apport session ou est-ce que c'est fini? Alors, Maintenant, on passe que sur les nouveaux. c'est c'est une grosse question. Heu, la chance que l'on a, c'est qu'aujourd'hui le texte prévoit en lui-même une date d'entrée en vigueur. Je te livre, hein, la rédaction du texte qui est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui on nous explique que toutes les modifications qu'on vient de citer là vont s'appliquer, eh bien, aux cessions de titres qui ont été apportées au lendemain de la publication, de la loi de finances pour 2026. Donc ce qui veut dire qu'en fait aujourd'hui concrètement, il y a 2 situations, hein. Soit on a fait par exemple je prends vraiment des exemples, enfin caricaturaux, mais pour Oh, qu'on puisse comprendre. Par exemple, j'ai fait un apport en 2025, je fais une opération, ma holding, cède des titres que je lui ai apportés, là courant, elle aurait pu par exemple le faire, courant ouais. janvier. Elle est dans l'ancien dispositif. Si par contre, elle procède à la cession De des titres qui aujourd'hui. lui ont été apportés enfin peut-être pas aujourd'hui, mais plutôt par exemple au mois de mars, donc après la publication de la loi de Parce que là, finances ça n'a pas encore pour été 2026. publié officiellement encore. Non, pour l'instant, il y a rien. Pour l'instant, aujourd'hui, D'accord. ça a été, je mets des guillemets autour de ça, mais adopté, en dernière lecture au niveau de l'Assemblée nationale parce que les articles 49.3 n'ont pas été, Ouais, tout à fait. enfin voilà, les motions de censure n'ont pas été adoptées et on a eu, de mémoire, je crois que c'est le 4 février, une saisine du Conseil constitutionnel. Donc là, en fait, on attend, que le Conseil constitutionnel rende sa décision et qu'il fasse ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire la chasse aux cavaliers budgétaires, où en fait il va censurer des dispositions qui n'ont rien à y faire, voire on aura peut-être certains dispositifs qui sauteront parce que, comme d'habitude, il y a des problématiques, de Sur la Constitution, ouais, conformité, d'accord. ouais, De par rapport au principe liberté, de de l'égalité, voilà. machin, ouais, Donc tout si à tu fait. veux, en fait, aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas encore sorti. Donc c'est pour ça que je te prenais l'exemple de mars. C'est soit tu as, par exemple, tu as ton opération de cession des titres qui ont été apportés, qui est effectuée, admettons, au mois de mars 2026. Là, en fait, on bascule a priori dans le nouveau régime. Voilà. Ok. Oui, mais donc c'est pas au moment où on l'a lancé. Ça veut dire que là, là, de toute façon, si on prend un exemple tout bête, quelqu'un a envie de profiter de l'ancien dispositif, c'est pas en faisant maintenant son apport, ça va pas changer les données Non, parce que de toute non, façon, si la session a tout lieu à dans fait, cette nouvelle période, ça va pas changer. Donc tout il n'y à a pas fait, de précipitation à avoir de profiter de l'ancien régime. De toute façon, c'est soit si on a prévu là tout de suite de faire l'apport session, il faut le faire maintenant si on a envie de bénéficier dans certaines conditions. Mais dans tous les cas, ça va pas rester. D'accord. tout à fait, ouais, Ouais, tout à super fait. clair. Super clair. Écoute, je pense qu'on a pas mal traité cette partie-là. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je pense pas. On Je a pense traité les on grands a bien sujets. On peut dégrossi à peut-être mon avis, ouais. passer à. Je pense qu'on a bien dégrossi à mon avis le sujet. Du coup, je te propose, Jérôme, qu'on passe à notre dernier thème, le régime du bailleur privé, avec un nouvel amortissement, ce qu'on appelle ce régime Jeanbrun. Est-ce que tu peux m'expliquer le principe du dispositif? En gros, hein, pour rester très schématique, c'est assez simple. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un mécanisme d'amortissement, au niveau des revenus fonciers et on a, comme d'habitude, en fait, une obligation de, louer en nu
le bien immobilier durant une période de 9 ans et on va avoir des conditions de ressources, des conditions, de loyer avec une particularité, c'est que pour l'amortissement, bah, il y a des taux qui sont prévus et on a même une assiette, hein, qui est déterminée, en fait, d'une certaine façon par le dispositif. Donc en gros, c'est assez simple avec des mécanismes de plafonnement, de l'amortissement. Donc l'idée, c'est un peu ça et puis après il y a des questions qui vont se poser en cas de sortie et de revente du bien immobilier et notamment, bah, du calcul de la plus-value immobilière. Oui, Voilà, comme ce qu'on a eu pour le LMNP, où est-ce ouais. qu'aujourd'hui les amortissements sont plus pris sont pris en compte dans la calcul de la plus-value. Mmh. Là, en gros, c'est pareil, mais pour du non meublé. Donc, on va appliquer les mêmes amortissements qu'on a pour le fameux LMNP pour de la location meublée, avec différentes conditions à respecter. Et on n'a toujours pas d'information de savoir est-ce que ces amortissements vont être déduits de la plus-value ou pas, Sur la sur le partie calcul de enfin, la plus-value. alors là, à mon avis, hein, au vu de la rédaction, du texte avec le dispositif, en fait, Jean Brun, puisque ça sera son petit nom, a priori. Ouais, tout à fait. Ici, quand on va regarder un petit peu les textes qui sont modifiés, on a notamment une modification. Donc là, c'est pareil, hein, c'est très technique, mais c'est pour qu'on puisse s'y repérer. C'est ce qu'on appelle, en fait, l'article 150 VB au niveau du code général des impôts. Donc c'est vraiment pour faire simple, c'est le texte, en fait, qui permet de déterminer les modalités de calcul, en fait, des plus-values et on a la partie, qui est dédiée au prix d'acquisition, qui nous explique, en fait, très concrètement qu'il va falloir tenir compte des amortissements qui ont été pratiqués avec, les dispositifs Jean Brun. Donc ce qui veut dire qu'a priori, on est vraiment, hein, sur OK, le on même est sur le même mécanisme, hein. modèle, il y a Ouais, pas de tout à OK, fait, tout à fait. très bien. Donc c'est un report au final de fiscalité puisqu'on va le récupérer le jour où on va vendre le bien. Il y avait un volet neuf aussi dans ce dispositif, l'acquisition de logements neufs en immeuble et collectif. C'est quoi les conditions? Alors aujourd'hui, donc tu justement, tu le rêves très justement, il y a le volet neuf, mais il y a également le deuxième volet qui est le volet ancien. En fait, les 2 mécanismes, hein, sont quasiment montés de la même manière en termes de conditions. Grosso modo, sur les conditions d'application qui vont être partagées également par ce qu'on va appeler le Jean Brun ancien, si je puis me permettre. Ici, conditions, de location à usage d'habitation principale. Bon, sachant que ça veut dire qu'il se peut aussi, il faut avoir acheté, hein, dans le neuf, en fait, un immeuble à usage d'habitation dans un immeuble collectif, donc ça aussi, c'est quand même un point qui est important et on a cette condition de location qu'on retrouve, hein, dans d'autres régimes, donc généralement, dès qu'on a du locatif, on est quasiment sûr, qu'on va prouver donc une condition d'engagement, donc là, obligation de louer en nu à titre de résidence principale, donc à une personne. Sauf que, la personne qui va pouvoir être locataire, bah, c'est pas tout le monde, parce qu'il y a des conditions, de ressources, il y a des conditions de loyer, puis surtout il y a une condition, qui est liée au fait qu'on peut pas louer, en fait, à l'intérieur de son groupe familial. OK, Là, le texte est assez clair, en fait, il y a une mesure d'exclusion qui vise, les parents et les alliés jusqu'au deuxième degré inclus. Donc concrètement, je peux pas louer, par exemple, à un enfant, je peux pas louer à mon parent. Donc là, on est sur un mécanisme, d'exclusion. Allô? ouais, du coup, c'est assez large. C'est quand Ouais, même ouais, assez large, c'est là-dessus, c'est ouais. c'est c'est assez large, ouais. C'est assez OK, large. et c'est pendant location pendant 9 ans, hein, de mémoire, c'est ça? Ouais, tout à fait, c'est exactement ça, ouais. OK, C'est OK, exactement ça. et l'assiette qu'on calcule avec les taux, c'est quoi? C'est le prix d'acquisition moins 20 pour le foncier et tu as des taux qui varient. Tu peux me refaire un petit Alors brief là-dessus? ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a Alors plein de ici chiffres, ouais, 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 non, c'est loin d'être évident. Donc effectivement, l'assiette, elle est un petit peu, on va dire un petit peu spécifique. Pourquoi? Parce que c'est pas la valeur totale, si on parle du neuf, du prix d'acquisition, hein, qu'on va pouvoir amortir. En fait, c'est, la valeur du prix d'acquisition moins, on va dire, la valeur du foncier, donc plutôt la valeur du terrain. Ici, le texte est plutôt, enfin, il pose en fait, hein, très concrètement, le pourcentage du prix d'acquisition qui correspond à la valeur du terrain. Le texte nous dit: «C'est simple, c'est 20». Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, pour pouvoir, bénéficier du mécanisme, l'assiette, ça sera le prix d'acquisition moins les 20 qui sont liés au terrain. OK. Donc ça, c'est un premier point et puis ensuite,
pour rebondir sur ta question sur les taux, en fait, on a 3 typologies de taux. Donc en fait, on va prendre cette assiette, on va aller appliquer, le taux. Le taux, il y aura un taux qui va être fixé à 3,5 pour l'intermédiaire, 4,5 pour le social et 5,5 pour le très social. Et il faut savoir que ces taux-là, en fait, c'est là où il y a aussi une différence avec le régime du Jean Brun ancien. Ces taux sont pas les mêmes. Pour le Jean Brun ancien, ils sont un petit peu plus bas, sachant que le Jean Brun ancien, l'idée, c'est de réaliser en fait des travaux, hein, justement sur un bâtiment qui est Sur de ancien. l'ancien? Ouais. OK, et dans ces taux social, très social, intermédiaire, c'est des prix de location, en fait, c'est ça? C'est en fonction du prix de location ou comment on va le définir? Alors là, aujourd'hui, moi, j'attends d'avoir un peu plus d'explications sur le sujet. Je sais pas OK. s'il y a pas eu des choses qui sont déjà sorties là-dessus. OK, d'accord. Cool, cool. Il y a des plafonnements aussi, Alors oui, par oui, foyer oui. fiscaux, non? C'est ça? Alors ouais, ouais, tout à fait, tu as des mécanismes de plafonnement. En fait, aujourd'hui, le plafond fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu pourras pas déduire, enfin, annuellement, tu peux pas déduire, en fait, tout ce que tu veux. Tu as un plafond, donc c'est le plafond de base qui est fixé, en fait, à 8 000 € et puis ensuite, tu vas avoir la possibilité de majorer ces plafonnements et ces plafonnements, en fait, majorés sont, liés aux revenus, si je peux dire, qui vont être dégagés par les autres immeubles. Si tu as, plus de 50 donc de ces fameux revenus bruts fonciers qui proviennent par exemple de Jean Brun Social, on va passer, sur, une majoration du plafond qui va être fixé, de mémoire à 10 000 € et si tu es sur, plus de 50 de tes revenus qui proviennent, du Jean Brun, donc là très social, on sera sur un plafond à 12 000 €. Donc on le voit, on n'est pas tout à fait, enfin on déduit pas tout ce que l'on veut. Donc ce qui veut dire Mmh. aussi, c'est un point quand même qui est important, c'est que, bah, si on a un petit peu de décalage, sur, la mise en location du bien, bah, concrètement, on peut assez rapidement se retrouver dans les mécanismes de plafond. Ouais, d'accord, je vois. On avait le volet des rénovations. Il y a le démembrement aussi. Je me posais la question, c'est un dispositif qui est exclu en cas de démembrement? Alors aujourd'hui, hein, le texte est rédigé comme ça. Tu as effectivement un mécanisme, d'exclusion qui est prévu en fait, hein, directement par le texte et puis, par contre le ce que c'est l'article aujourd'hui, hein, qui régit, ce dispositif dans le projet de loi de finances, c'est l'article 12 octies. En fait ici, tu as une petite exception, qui concerne les situations où, bah, le démembrement résulte, du décès, bah, de l'un des époux, hein, qui est soumis à une imposition commune où là tu vas pouvoir en fait maintenir le dispositif sous réserve en fait que le dispositif soit poursuivi grosso modo, je caricature un peu mais c'est l'idée, Ouais, OK, je par le vois. survivant quoi. Voilà. Oui, si t'as pas eu le choix d'essai du Mmh. conjoint où on était à 2, ben là, Mmh. il y a un démembrement obligatoire jusqu'à la fin du dispositif. Et la durée de ce dispositif, c'est prévu d'être assez c'est temporaire au final? Ouais. Ouais, Tout à fait, non, non, tu as raison, c'est effectivement un dispositif qui est temporaire, il a pas vocation, enfin pour le moment, à rester. Là encore, l'idée c'est grosso comme la modo, hein, CDHR, hein. La CDHR, comme la ça n'avait pas CDHR. vocation à rester non plus. Alors il y a une différence entre les 2, c'est que l'un ça rapporte de l'argent, l'autre c'est plutôt des Ouais, mécanismes l'autre ça en d'atténuation. coûte. Donc c'est un Ça peu en plus coûte un peu. discutable. Mais là oui, là effectivement on est sur un mécanisme qui est temporaire. Aujourd'hui, la date de fin d'application du dispositif, donc il faut que les opérations soient faites, en fait, avant le 31 décembre 2028. Voilà. OK, et tu penses que ça peut devenir un dispositif pérenne? Qu'est-ce que tu en penses par rapport, toi, aux autres, dispositifs qu'on a eus? Est-ce que tu trouves ça plutôt bien? Alors moins attractif que ce qu'on avait avant, ça ne m'étonne pas, mais est-ce que ça peut être un truc qui se pérennise, qui est plutôt bien construit d'après toi? Voilà, vraiment ton avis perso, hein. Bah, moi, aujourd'hui, je suis un peu dubitatif, si tu veux faire de la alors, je pense que l'idée est bonne, c'est-à-dire relancer, avoir une vraie volonté, en fait, de relancer l'immobilier, notamment les projets de construction voilà, c'est une bonne idée. Fondamentalement, je pense que c'est une bonne idée. Après, le dispositif en lui-même, je pense il pose certaines questions. On l'a dit, hein, notamment, on a évoqué le mécanisme de plafonnement, donc je pense que c'est quand même assez restrictif. Également, on a, par les interdictions de location aux membres de la famille, ça pose aussi quand même, bah, ça limite aussi, un peu un petit peu l'application de ce dispositif.
Donc sur le principe, moi je suis pas certain que c'est quelque chose, qui sera très, très utilisé. On verra, hein, je peux me tromper. Ouais, ce sera Après pas le truc le plus utilisé, d'accord. je sais pas, moi j'ai pas d'avis si tu veux négatif sur le dispositif. Par contre, techniquement, je pense qu'il pose des problèmes en termes de construction, voilà. Parce que, bah, très clairement, ce qu'on vient de voir là, le mécanisme de plafonnement, c'est une problématique. Par contre, faut dire aussi les choses, c'est que c'est intéressant. Tu peux pratiquer de l'amortissement avec quand même la capacité à réaliser encore des dépenses déductibles, donc au gré de la location. Du bien immobilier, donc tu cumules un peu les 2 dispositifs avec le mécanisme de déficit foncier. Fiscalement, c'est quelque chose qui est intéressant. Après je vois pas demain, la majorité des contribuables français se jeter en fait sur ce dispositif-là pour l'utiliser, quoi. OK. C'est je sais pas. Je suis curieux de voir. Je pense que c'est quelque chose qui pourra très certainement être prorogé parce qu'on l'a déjà vu. On a eu plein de dispositifs comme ça par le passé, qui ont continué, ou qui ont même été modifiés, qui ont par la suite ont eu des mécanismes un peu particuliers de prorogation, d'amortissement ou de réduction avec des périodes complémentaires de location. On verra. Je suis bon, c'est pas, c'est mieux que rien, voilà, on peut déjà faire un certain nombre de choses avec. Par contre, oui, il y a quand même encore il y a des problèmes techniques dedans qui vont se poser à un moment donné. Oui, c'est pareil, parce qu'il y a des problématiques aussi sur l'ancien et la nécessité de réaliser aussi des travaux, ce qui peut aussi enfin, c'est pas simple non plus à faire, quoi, voilà. OK, super. Écoute, je pense qu'on a pas mal traité de choses. Peut-être une petite question pour toi pour finir et pour conclure. Si tu devais dire, si le Conseil constitutionnel, devait, censurer un point, tu miserais sur lequel toi? T'en as un petit où tu te dis: «Ça, ils vont pas le laisser passer», si on devait se faire un petit jeu là-dessus? Bon, franchement, aujourd'hui, je sais pas. Je saurais pas te répondre. Tu sais pas du tout? Je saurais pas du tout parce que on est quand même sur un contexte un peu particulier d'adoption de la loi de finances. Tu me diras, ça fait quand même 2 ans d'affilée où ça se passe comme ça. Ça se passe pas bien, c'est Heu, compliqué, c'est à cause ouais, ouais, c'est d'une vrai, difficulté. on est d'accord. Non, j'ai un peu de mal. Après, il faudrait regarder un peu plus en détail, sur certains dispositifs, voir si on n'a pas des problématiques, je sais pas, par exemple d'égalité devant l'impôt ou dans les charges publiques. Là, aujourd'hui, j'ai pas je t'avouerai que j'attends plutôt, je suis plutôt dans une logique de spectateur et de commentateur et j'attends impatiemment de voir ce qui sera fait par le Conseil constitutionnel et puis je veux pas préjuger Ouais, de leur et décision. après tu vas Voilà. pouvoir réanalyser et on pourra ressortir vraiment, Ouais. peut-être qu'on pourra se faire un petit point d'ailleurs, c'est peut-être un truc qui peut être bien, une fois que le Conseil constitutionnel a validé tout ça et que c'est publié, on pourra peut-être mettre à jour, rapidement l'épisode avec quelques commentaires. Je suis sûr qu'en tant que spécialiste du suivi de l'actualité fiscale et patrimoniale, on aura un truc dans les fourmis du patrimoine. Donc on Je te pourra peut-être confirme. s'attacher aussi à l'épisode pour être sûr de s'il y a vraiment eu des gros changements qui ont été apportés à ce qu'on a dit, pour être sûr que tout le monde soit actualisé sur les différentes mesures. Bah, ça sera avec plaisir. Cool, beh, écoute, merci beaucoup Jérôme. Je rappelle qu'on peut te suivre sur, le site Les Fourmis du Patrimoine, que tu publies Tout à fait. régulièrement l'actualité sur, LinkedIn notamment. Tout à fait. Tu fais pas forcément de l'interprétation, mais du décryptage technique sur tout ce qu'on peut avoir, sur les publications qui sont faites, que ce soit de la jurisprudence, de la loi, des choses qui sont en cours de discussion. Canal d'information, super important pour être, vraiment au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui se joue. Donc beh, n'hésitez pas à vous abonner, aux Fourmis du Patrimoine et merci encore pour ta participation et je te dis, bah, très bientôt, pour d'autres décryptages. J'espère que tout va pas changer dans les prochaines semaines. Bah, écoute, je te remercie aussi. Merci beaucoup, puis à très vite. Merci Jérôme. Merci, à bientôt.